Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'atelier Sciences humaines, atelier de formation au programme de l'école primaire P3, P4. Avant de nous lancer dans cet atelier, gardons à l'esprit certains éléments. Nous sommes ici dans un atelier en distanciel de 90 minutes. Il ne s'apparente donc pas à une formation présentant une multitude de pistes en sciences humaines, mais bien comme une information sur le contenu de ce programme. Les contenus sont issus des référentiels en termes de compétences savoir-savoir-faire et les attendus qui y sont liés. Nous ne sommes donc pas, en tant que réseau, en mesure de les modifier. Cette présentation sera rythmée en 3 grands temps. Premièrement, un quiz d'introduction permettant de partir de vos conceptions de départ. Ensuite, la partie principale, durant laquelle nous partirons à la découverte du programme et de ses outils. Et enfin, un temps de clôture durant lequel vos avis seront les bienvenus. Alors, pour le vrai ou faux des préconceptions, voici quelques petites questions qui vont vous mettre en réflexion. Premièrement, les sciences humaines font partie du domaine 4 du tronc commun. Je vous laisse réfléchir. C'est vrai, les sciences humaines font partie du 4e domaine, c'est-à-dire sciences humaines, éducation et la philosophie et la citoyenneté, religion ou morale. Deuxième question. Les sciences humaines se trouvent dans le volume 2 du programme. C'est faux, bien entendu. Les sciences humaines se trouvent dans le premier volume du programme avec les visées transversales, les autres éléments transversaux, le PC et la religion. Bonjour et bienvenue dans cet atelier qui vise à vous informer. Question suivante. Les sciences humaines sont ce que l'on appelait autrefois l'éveil. Alors ici, c'est vrai et faux en même temps. Même si l'on y retrouve deux champs faisant autrefois partie de l'éveil, c'est-à-dire la formation géographique et la formation historique, il est à noter que le volet économique et social est une nouveauté, bien que certains des contenus que l'on retrouve par exemple chez vos collègues de première et deuxième sont familiers. De même, en secondaire, sachez que l'appellation EDM disparaîtra bien entendu avec la montée du tronc commun. Et enfin, dernière question. Les sciences humaines se travaillent uniquement en classe autour de documents, de cartes. C'est bien sûr faux. Les sciences humaines sont une belle opportunité de sortir de la classe et même de l'école. Vous vous rendrez compte de cela en découvrant justement le programme. Pour cela, je vous invite à vous munir du programme volume 1 et de le prendre à la page 21. Nous ne rappellerons pas ici tout le vocabulaire utilisé dans le programme, car celui-ci a déjà été expliqué dans un atelier du matin. Néanmoins, vous pourrez retrouver ce vocabulaire aux pages 18 à 21 de ce volume, ou mobiliser les outils déposés sur la salle des profs et présentés en fin de journée. Ici, les sciences humaines sont bien la discipline. Celle-ci est composée de 3 champs: la formation géographique, la formation historique et enfin la formation économique et sociale. La table des matières présente à la page 182 vous permettra de plonger rapidement dans la partie qui vous intéresse. Celle-ci est construite de la manière suivante. Donc, premièrement, une introduction. Ensuite, les démarches d'investigation propres aux sciences humaines. Ensuite, les 3 champs sont explicités. Celui de la formation géographique, celui de la formation historique et enfin celui de la formation économique et sociale. En fin de programme de sciences humaines, vous retrouverez une annexe bien utile, un glossaire et enfin la bibliographie. Nous voici pour démarrer notre exploration à la page 183. Notez bien que lorsqu'une discipline est volumineuse et possède plusieurs champs, on y retrouvera deux types d'introduction. Premièrement, une introduction générale, c'est-à-dire celle que vous avez en ce moment sous les yeux, et plus loin, une introduction spécifique à chaque champ. En sciences humaines, vous pourrez donc consulter 3 introductions spécifiques au champ. Celui de la formation géographique à la page 189, une intro spécifique à la formation historique à la page 202 et une introduction
spécifiques à la formation économique et sociale à la page 228. Nous les développerons bien entendu plus tard. Les enjeux présentés dans l'introduction générale sont repris intégralement du référentiel. Nous pouvons y voir que la visée majeure de la discipline est une meilleure compréhension du monde au service du vivre ensemble. 5 grands enjeux ont été pris en compte afin de travailler cette visée. Premièrement, les représentations initiales. Comment se représentons le passé, l'espace, les catégories sociales, les faits économiques. Ensuite, le développement durable sous l'angle des impacts environnementaux, c'est-à-dire comment concilier l'occupation du territoire et respect de la nature, quelles sont les responsabilités engagées. Ensuite, les rapports sociaux sous leur angle culturel, économique. Quatrièmement, la citoyenneté et l'État. Et enfin, les rapports entre identité et culture, comment les appréhender, comment concilier les différences. La plupart de ces questions, vous le voyez, nous mènent aux portes de l'EPC et donc de nombreux liens seront possibles. À la page 184, nous faisons face à un tableau qui nous donne une vue d'ensemble de la discipline, y compris des contenus qui ne seront pas activés en troisième ou quatrième année. Ceux-ci sont donc grisés dans le tableau. Les rubriques à 2 chiffres et rubriques spécifiques à 3 chiffres de ce tableau synoptique sont bien celles reformulées dans un souci d'organisation du programme et donc propre au réseau. Cette numérotation permet aux enseignants de compléter facilement leur préparation et journal de classe. À la page 185, nous pouvons voir un tableau illustrant les objets communs entre les différents champs. Par objet commun, nous entendons ici différents thèmes qui seront activés au cœur des sciences humaines. Ce tableau permet donc en fait une double lecture. Premièrement, une vue d'ensemble dans la continuité de l'activation de ces thèmes quand on le lit de manière horizontale, quand on le lit par ligne. Ensuite, il nous permet également de voir quand un thème est activé simultanément dans plusieurs champs afin de faire des liens entre eux. Il s'agit dès lors d'un regard vertical. Je vais vous donner un exemple. En troisième année, la question de la consommation et de la production est abordée au regard des 3 champs. Dès lors, de nombreux liens seront possibles quand ce thème sera activé. N'hésitez pas évidemment à travailler en consultant les 3 champs de la discipline afin de recroiser les différentes pistes proposées et de donner davantage d'impact à vos séquences, voire même d'optimiser le temps imparti pour développer les contenus d'apprentissage en classe. À la page 187, nous découvrons la démarche d'investigation propre aux sciences humaines. Alors, les sciences humaines mobilisent au même titre que les sciences ces fameuses démarches d'investigation. Dans le programme, nous retrouvons donc les mêmes pictogrammes que ceux qui sont utilisés dans la discipline des sciences. Toutefois, sachez que contrairement aux sciences, il n'est ici pas obligatoire de passer par les 3 étapes de la démarche d'investigation systématiquement. Et enfin, il n'y a pas de nombre précis de démarches à développer pendant l'année. Pour information, dans le cadre de la discipline des sciences, les enseignants sont invités à faire vivre 3 démarches complètes à leurs élèves chaque année. Nous retrouvons donc bien ici, en sciences humaines, l'étape de l'observation et du questionnement, celle de la recherche et enfin celle de la structuration, la validation et la communication des résultats. Explorons maintenant chacun des 3 champs de la discipline. Voyons bien entendu quelle est la spécificité de chacun d'entre eux et partons à la découverte de leur contenu ainsi que des pistes qui sont proposées. À la page 188, nous faisons face à la table des matières du champ de la formation géographique. On y retrouvera, tout comme dans les 2 autres champs, une introduction spécifique, un tableau de compétences directement suivi d'une proposition d'activité de mise en lien, et enfin les rubriques spécifiques organisant le contenu des référentiels qui, elles, évidemment, sont propres au réseau. À la page 189, nous faisons face à l'introduction spécifique à ce premier champ de la formation géographique.
Et nous pouvons voir que la visée globale de compréhension du monde se décline ici sous le regard de l'occupation de l'espace par les sociétés. Nous voyons que les buts qui sont développés plus bas sont tous pourvus d'une dimension citoyenne. Ouvrir au monde, devenir un acteur social, prendre conscience de l'impact de certains comportements. À la page 190, nous avons en face de nous les éléments généraux de continuité. Il s'agit d'un tableau construit à partir des différentes intros présentes pour chaque année d'études dans le référentiel. Celui-ci permet d'avoir une vision de continuité en évoquant bien entendu les notions déjà travaillées l'année précédente, ainsi que celles vers lesquelles sera amené l'élève et qui seront travaillées en cinquième année. À la page 190, nous avons cette fois-ci sous les yeux un tableau qui nous présente la progression thématique au fil du tronc commun. Il permet une vue d'ensemble du parcours de l'élève. En formation géographique, nous pouvons remarquer que le regard est d'abord centré sur les réalités proches de l'élève, puisqu'en première année, celui-ci va étudier des espaces proches de l'école, du quartier ou de la localité. Et nous voyons que plus nous avançons dans les années, au plus le regard va s'élargir. Donc, en deuxième année, il va s'intéresser à l'autre milieu que celui dans l'école est implanté. Autrement dit, si l'école est en milieu rural, l'élève étudiera le milieu urbain et inversement. En troisième année, nous allons partir cette fois-ci à l'échelle locale et découvrir de nouvelles localités belges. En quatrième année, l'élève va s'intéresser aux paysages caractéristiques de la Belgique. En cinquième, nous allons élargir le regard au niveau de l'Europe. En sixième, du monde, etc., etc. À la page 191, nous avons cette fois-ci, dans la foulée de l'introduction spécifique au champ, un tableau de compétences qui nous présente les différentes compétences qui seront abordées dans le champ de la formation géographique. Nous pouvons voir que 3 grandes compétences seront travaillées en troisième comme en quatrième année, avec bien entendu des attendus différents selon l'année de l'élève. La première de ces compétences est centrée sur les repères spatiaux. Au niveau de la différence entre la troisième et la quatrième année, on voit que l'on agrandit le regard en passant du plan en troisième, le plan est une plus petite étendue, à la carte en quatrième, la carte étant une étendue plus grande. Nous voyons également par exemple que la dimension cardinale apparaît en quatrième année. La deuxième compétence est centrée sur l'observation et la caractérisation des paysages. Nous voyons que les attendus propres à la troisième année nous mettent davantage dans un discours descriptif, tandis qu'en quatrième année, l'élève sera davantage amené à caractériser les paysages qu'il a sous les yeux. La troisième compétence, enfin, travaille les liens entre les différentes composantes spatiales, celles d'occupation, de fonction, de relief, d'hygrographie. Le pictogramme présent dans le bas de l'encadré de cette troisième compétence nous signale en fait qu'une activité de mise en lien est proposée à la double page suivante afin de l'illustrer. Une logique identique est proposée dans les deux autres champs, donc le tableau de compétences est toujours suivi d'une proposition d'activité de mise en lien illustrant celle qui a été choisie. Vous retrouverez donc en sciences humaines une activité de mise en lien aux pages 192, 208, 234. Elles peuvent vous donner d'autres idées quant à des activités mobilisant un nombre riche d'éléments. Observons à la page 192 l'activité de mise en lien pour la formation géographique. Celle-ci propose en fait à vos élèves de caractériser un ensemble morphologique. L'astérisque nous renvoie à la définition de ce terme dans le glossaire, et donc si l'on consulte le glossaire à la page 244, nous pouvons voir qu'un ensemble morphologique est un regroupement d'espaces selon différentes formes de relief. La page de droite de cette activité de mise en lien nous fait le film de la séquence. Elle nous présente la consigne de départ en style direct. Ensuite, elle nous développe l'activité en 4 étapes. Il s'agit ici bien entendu d'une contrainte de mise en page.
Ensuite, sur la page de gauche, nous allons retrouver les éléments mobilisés lors de cette activité de mise en lien. Ceux-ci sont présentés sous forme d'une carte en toile d'araignée. D'autres informations viennent compléter celles qui ont déjà été présentées, c'est-à-dire en début d'activité sur la page de gauche, les difficultés possibles liées à la compétence ainsi que des propositions d'action de soutien pour y remédier si nécessaire. Et enfin, en fin d'activité, donc à la fin de la page de droite, les prolongements possibles ainsi que d'autres suggestions d'activités de mise en lien travaillant la même compétence si celle-ci ne vous inspire pas ou ne vous plaît pas. Par la suite, nous allons donc maintenant entrer dans les activités élémentaires qui illustrent évidemment les compétences savoir et savoir-faire des référentiels. Prenons notre programme à la page 194 et entrons dans la première rubrique spécifique, une rubrique qui développe ici différents savoirs autour des repères spatiaux. Nous y voyons des contenus pour les quatrièmes années, des contenus pour les troisièmes années. Pour les quatrièmes, il s'agira d'étudier les 4 directions cardinales sur une rose des vents. Il est possible, bien entendu, que vos élèves soient à l'aise dans cet attendu et soient déjà capables d'aller plus loin. Néanmoins, au niveau de l'évaluation sommative, nous limiterons celle-ci aux 4 directions cardinales principales, puisque connaître 8 directions est un attendu de 5e année. Ensuite, pour les élèves de quatrième année également, il s'agira de connaître quelques principales villes, cours d'eau et reliefs de Belgique servant de repères. Les attendus propres aux élèves de troisième année concernent, eux, le fait de nommer la commune à laquelle appartient le quartier, le village, identifier des éléments remarquables. Les éléments remarquables sont une notion qui a déjà été travaillée en première et deuxième année par vos collègues. À la page 195, nous découvrons les outils qui sont systématiquement proposés en page de droite. Nous voyons donc ici différents outils au service des apprentissages voisins. C'est-à-dire, premièrement, en tête de page, le cadre qui présente les balises essences. Celles-ci permettent de contextualiser les contenus au regard de la recherche, développent des recommandations méthodologiques, font des liens avec d'autres disciplines, par exemple que l'on voit toujours entre crochet et en couleur. En milieu de page, nous retrouverons des pistes pour l'apprentissage qui sont proposées. Parfois, il s'agit de 4 pistes distinctes comme ici, et à d'autres moments, il s'agit plutôt d'une activité proposée en 4 étapes à la manière d'une activité de mise en lien. Nous voyons ici dans la première piste proposée qu'elle est agrémentée d'un QR code. Celui-ci renvoie à un tutoriel vidéo. Et donc, sachez que l'outil QR code est utilisé à d'autres endroits des programmes. Quand vous les croisez, ils sont tous actifs. Il sera donc pertinent de les scanner et de voir la ressource qui se cache derrière. En bas de page, on retrouve des exemples de structuration à titre illustratif. L'objectif, bien sûr, n'étant pas de retrouver les mêmes synthèses dans toutes les classes du réseau libre. Et enfin, une mise en perspective vers les futurs éléments en lien avec ceux-ci sur le parcours de l'élève. Par exemple, ici, nous voyons qu'en cinquième, l'élève devra connaître les 8 directions cardinales plutôt que 4. Nous arrivons maintenant à la page 196 et nous faisons face à différents savoirs en lien avec l'identification des occupations, utilisation du sol, ainsi que l'association à leurs fonctions. En haut de page, on retrouve l'étude des grands ensembles morphologiques belges, littoral, plateau limoneux, Ardennes, sillon, Sambre-et-Meuse, et de leur occupation du sol. Il s'agit bien d'attendus en lien avec les élèves de quatrième année. En bas de page, on approfondit les occupations du sol en agglomération urbaine pour les P4. Sachez qu'en P1 et P2, des caractéristiques des deux milieux, donc rural et urbain, ont déjà été travaillées par vos collègues. Pour les enfants de troisième année, il s'agira ici d'étudier les principales fonctions selon l'utilisation du sol. Commercial, résidentiel, industriel, agricole. Vos collègues de deuxième ont déjà relié des occupations à des activités, mais sachez qu'ils n'ont pas mentionné pour autant les noms de la fonction qu'ici
réfère, donc cela a déjà été travaillé, mais pas avec les mots résidentiel, commercial, industriel par exemple. À la page 197, nous voyons ici une page qui illustre la possibilité de pistes en 4 étapes, comme une activité de mise en lien, plutôt qu'en 4 pistes distinctes. Dans ce cas précis, celle-ci illustre une activité qui pourrait être proposée à des élèves de 4e afin de mieux cerner l'occupation du sol pour les 4 grands ensembles morphologiques belges. Comme cette activité balaye l'ensemble de la démarche d'investigation, les pictogrammes correspondants ont été indiqués aux différentes étapes. Ces pictogrammes ne reviendront que quand l'ensemble d'une démarche d'investigation est bien travaillé dans les étapes d'une piste. À la page 198, nous sommes confrontés à des savoirs en lien avec la description du milieu naturel. D'une part, des éléments en lien avec le relief, par exemple versant, vallée, d'autre part en lien avec l'hydrographie, des mots de vocabulaire comme rive, lit, eau, amont, aval. À la page 200, nous faisons face à une double page nous présentant l'ensemble des savoir-faire du champ de la formation géographique. Ils sont tous liés à la lecture et la notation de représentation de l'espace. Chacun de ces savoir-faire est bien entendu doté d'un attendu spécifique selon l'année d'études de l'élève. Alors, remarquez quand même qu'une note de bas de page suggère de travailler ces savoir-faire en parallèle avec les savoirs des rubriques précédentes. De fait, il peut être intéressant de procéder à des allers-retours entre théorie et pratique plutôt que de les travailler isolément. Par exemple, l'activité proposée en page de droite pourrait se vivre en parallèle à l'étude des fonctions d'occupation du sol, qui était la rubrique spécifique 1.2.1, et nous pourrions vivre cette activité avec des élèves de 3e primaire. Voilà qui clôture déjà le champ de la formation géographique. Nous allons retrouver du coup à la page 202 la table des matières propres à la formation historique. Ce champ est structuré de la même manière que celui que nous venons d'explorer. 3 grandes rubriques seront travaillées en formation historique. Une première rubrique sur les repères temporels, les durées, les générations, les périodes. Une rubrique sur les représentations du temps. Et enfin une rubrique sur les traces du passé. Il est important évidemment de faire la différence entre une histoire et la formation historique. Par histoire, nous évoquerions un récit tel que les récits populaires que nous connaissons évidemment dans notre littérature. Et par formation historique, ici, il s'agit bien non pas de raconter l'histoire du monde à la manière d'un récit populaire, mais bien de se construire des repères, d'observer, s'interroger, comparer, mieux comprendre le monde ainsi que certains des enjeux sociétaux qui le sous-tendent. À la page 204, nous faisons face au tableau nous présentant les différents thèmes abordés au fil du tronc commun. Il est important de voir qu'il y a une différence de philosophie entre ce que vos collègues de première, deuxième auront mis en place et ce qui sera démarré dès la 3e année, puisque vos collègues en première, deuxième ont placé les repères quant aux durées et leur découpage. Ils ont vu évidemment ce qu'est une année, ils ont découpé l'année en semaines, la semaine en jours, ils ont également mis en place et vu avec vos élèves le concept de génération en remontant jusqu'à la génération des grands-parents. Une fois l'élève arrivé en 3e année, nous entrons davantage dans une logique d'étude par thème. Par exemple, ce thème sera en 3e les modes de déplacement, les moyens d'information et de communication. Attention, il est à noter que cette approche ne se fait qu'à l'échelle des 3 générations précédentes quand on est en 3e, tandis qu'elle explorera différentes périodes de l'histoire à partir de la 4e année. C'est donc un changement de philosophie total par rapport au référentiel précédent. Nous en reparlerons davantage dans les rubriques et rubriques spécifiques du champ. À la page 205, nous faisons face au tableau nous présentant les éléments généraux de continuité. Afin de mieux décrypter des points de ressemblance entre les éléments présentés dans leur continuité, nous vous les avons ici organisés par couleur,
n'hésitez pas aussi à confronter ces points communs, évidemment, en couleur dans votre programme. Nous les analyserons plus en profondeur dans les rubriques et rubriques spécifiques du champ. À la page 207, l'on découvre 3 grandes compétences qui sont développées dans le champ de la formation historique. Une première compétence en lien avec les repères du temps. On voit là-dedans qu'en 3e année, on se concentrera, comme mentionné tout à l'heure, sur une échelle d'une centaine d'années, autrement dit qui correspond aux 3 générations précédentes. L'élève devra être capable d'explorer le siècle dernier et le couper en décennies. En 4e année, nous entrerons alors plutôt dans un découpage conventionnel des périodes de l'histoire. L'élève devra donc être capable de compléter une frise du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. La seconde compétence étudie les traces du passé. La 3e compétence s'intéresse aux continuités et changements entre hier et aujourd'hui. Nous arrivons à la page 210 du programme. Cette fois-ci, nous ne partirons pas à la découverte de l'activité de mise en lien, nous entrerons directement dans les rubriques et rubriques spécifiques du champ. Cette première rubrique explore les repères temporels. En 3e année, on découpe le siècle en décennies et on explore le concept de génération jusqu'aux arrière-grands-parents. Attention évidemment à ne pas tomber dans la caricature quand on doit représenter les générations précédentes. En 4e année, nous voyons que nous sommes dans un découpage du millénaire en siècles. À la page 212, nous voyons des savoirs en lien avec les repères temporels. Alors, l'élève de 4e année doit pouvoir ordonner les 5 grandes périodes conventionnelles. Il est à noter qu'en 5e année, l'attendu sera alors la maîtrise des noms, et en 6e année, alors il y aura un attendu en lien avec la connaissance des dates de ces périodes. Nous arrivons à la page 214. Celle-ci développe des savoirs propres aux élèves de 3e année et en lien avec l'identification des continuités, changements, évolutions en regard de moments clés. Il s'agit d'une rubrique spécifique tellement riche qu'elle est déployée au travers de 5 doubles pages. Pour rappel, les objets d'étude correspondent ici aux thèmes présentés tout à l'heure dans la progression thématique, c'est-à-dire la mobilité et les moyens d'information de communication. Le point de départ de cette réflexion est bien la réalité d'aujourd'hui confrontée aux réalités d'autrefois. L'encadré fait donc l'état des lieux de la situation actuelle. Par exemple, aujourd'hui, nous disposons d'un accès immédiat à l'information. Mais était-ce déjà le cas pour nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents? Ce thème sera donc exploré à travers 3 moments clés. 1910-1930, qui correspond à la génération des arrière-grands-parents, 1940-1970, qui est une période correspondant à l'époque à laquelle ont vécu nos grands-parents, et enfin 1980-2010, correspondant ici à l'époque à laquelle ont vécu nos parents. Voici un exemple de structuration qui pourrait venir illustrer cette recherche. À la page 216, nous faisons face ici à d'autres savoirs pour les élèves de 3e année, puisqu'en parallèle à ces moments clés, l'élève va devoir découvrir des faits marquants et des savoirs culturels. Un fait marquant est un événement ayant marqué un moment clé et ayant changé notre manière de vivre. Par exemple, les 2 guerres mondiales, le premier homme sur la Lune. Un savoir culturel, lui, est un événement, un personnage, un lieu lié à un patrimoine local ou même un patrimoine commun de l'humanité. Par exemple, nos rois, certains monuments. Vous retrouverez donc dans chacun des cadres des savoirs, les faits marquants et les savoirs culturels à enseigner aux élèves de 3e année afin de disposer de repères en lien avec ces moments clés.
Voici un exemple de structuration qui pourrait être le fruit de ce travail avec vos élèves. À la page 218, nous explorons cette fois-ci des savoirs et attendus dédiés aux élèves de 4e année. Donc, pour rappel, les élèves de P4 étudient les continuités, changements et évolutions à travers les thèmes de l'accès à l'instruction et au savoir. Le point de départ de cette réflexion est à nouveau la réalité d'aujourd'hui confrontée aux réalités d'autrefois. L'encadré en tête de page fait donc l'état des lieux de la situation actuelle. Aujourd'hui, nous devons aller à l'école jusqu'à 18 ans. Comment était-ce avant? Cela a-t-il toujours été ainsi? Pour les élèves de P4, cet avant va être cette fois-ci envisagé à plus grande échelle que celle des 3 générations précédentes, puisque 5 grands moments clés sont investigués et qu'ils se comptent cette fois-ci en siècles. Ces 5 moments clés sont explicités aux pages 218 et 220. Chacun des encadrés fait le point sur la situation de l'époque ainsi que sur l'attendu en lien. Le premier de ces moments clés est la période gallo-romaine dans nos régions. Le deuxième correspond au développement des seigneuries et des villes dans nos régions, donc nous sommes en plein cœur du Moyen Âge. Le troisième correspond à la période des développements scientifiques, donc du XVe au XVIIIe siècle. Le quatrième est la période du patronat, du monde ouvrier et monde rural du XIXe siècle au début du XXe siècle. Et enfin, le cinquième moment clé correspond à l'après-guerre jusqu'à nos jours. En parallèle à cette investigation thématique au regard de 5 moments clés, les élèves de 4e année devront également s'approprier des savoirs culturels et des faits marquants en lien avec les moments clés investigués. Il est important de compléter ces savoirs culturels par d'autres éléments issus davantage du patrimoine local, évidemment de vos écoles, des monuments, des musées. La discipline des sciences humaines nous invite ici très clairement à sortir des murs de notre classe. Afin d'y voir plus clair quant aux faits marquants et aux savoirs culturels à aborder chaque année, sachez qu'une annexe est présente à la page 243. Celle-ci répertorie les faits marquants et savoirs culturels à enseigner pour chaque année d'études de l'élève. Vous remarquerez que sur la page voisine, les grands repères historiques et les moments clés à aborder de la 3e à la 6e année sont également indiqués sur une frise chronologique. N'hésitez pas à la consulter en tant que soutien à votre programmation des apprentissages de l'année. À la page 224, nous voyons cette fois-ci différents savoir-faire, pertinents à travailler en parallèle à l'ensemble des savoirs que nous avons rencontrés sur les pages précédentes, puisqu'ils sont tous en lien avec l'utilisation des représentations du temps. De fait, dès la 3e année, l'élève va recourir à des frises chronologiques afin de représenter le temps long. Une fois le fonctionnement de ces frises découvert, il pourra donc y indiquer de nouveaux repères temporels en lien avec les apprentissages réalisés. Nous voyons que le dernier savoir, énuméré sur la page 224, est à mettre en lien avec les savoirs de la rubrique spécifique 2.1.2 qui correspond aux générations. Nous arrivons maintenant à la page 226. Nous faisons ici face aux différents savoir-faire et savoirs en lien avec les traces du passé. Ces éléments seront mobilisés à plusieurs reprises afin de dégager des habitudes de vie, des savoirs culturels. Par exemple, interroger un grand-parent peut me permettre d'investiguer quant aux moyens de communication de son époque. Donc toujours à la page 226, parmi les savoirs et savoir-faire présents sur cette page, on remarquera la distinction entre traces du passé, qui est un témoignage de l'époque étudiée, par exemple des ruines, un objet d'époque,
et l'autre concept de travail postérieur. Un travail postérieur correspondant aux résultats d'une recherche menée a posteriori, par exemple un livre, une maquette ou encore un film. Cette dernière notion de travail postérieur est à introduire une fois l'élève en quatrième année. Voilà qui nous mène déjà à la fin de ce champ de la formation historique et qui nous fait ouvrir celui de la formation économique et sociale. La formation économique et sociale est un nouveau champ dans les référentiels. Toutefois, comme dit tout à l'heure, on y retrouve des éléments familiers. Par exemple, c'est là-dedans que seront classés des contenus en lien avec les pièces et billets en première, deuxième année plutôt qu'en mathématiques. En ce qui concerne les P3 et P4, les contenus s'apparentent davantage à des nouveautés. Deux rubriques distinctes apparaissent ici dans notre programme. La première rubrique vous présentera les contenus de formation économique et la seconde vous présentera les contenus de formation sociale. La page 228 nous présente une introduction spécifique à ce champ. Ici, il s'agira surtout d'avoir une meilleure compréhension des comportements des acteurs socio-économiques, de mieux comprendre certaines relations telles que celles qu'on retrouve entre consommateurs et producteurs, travailleurs et employeurs. Cette introduction spécifique met en avant le développement de l'esprit critique face aux comportements et aux phénomènes que nous allons pouvoir observer. Si ces relations ont été étudiées dans l'environnement proche de l'élève quand il était en première et deuxième année, c'est à nouveau davantage une approche par thème qui marquera votre manière de travailler avec vos élèves. En troisième année, ceux-ci étudieront les mécanismes de la communication et de la publicité, tandis qu'en quatrième année, les élèves s'intéresseront au rôle de la famille dans sa dimension sociale, de ménage dans sa dimension économique, en parallèle évidemment avec celle de budget. La page 236 nous présente entre autres les attendus en lien avec le thème des troisième année qui était celui des mécanismes de la publicité. Parmi ces attendus, nous pouvons remarquer les notions de besoin et d'envie qui renvoient à des distinctions qui ont déjà été travaillées en deuxième année. Cette fois-ci, elles sont vraiment exploitées au travers du prisme de la publicité. Donc, quels sont les codes utilisés au niveau des acteurs, des couleurs, des genres? Quelle est l'attitude adoptée par exemple par des influenceurs? Plusieurs ressources en lien avec l'éducation aux médias peuvent venir nourrir cette thématique. Par exemple, les carnets du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, dont le lien est posté sur la salle des profs, vous propose un carnet visant à apprendre et développer son esprit critique à l'ère des influenceurs. Cela peut être un excellent point de départ ou une excellente ressource dans cette thématique. Revenons à notre page 236, dont le bas de page nous présente des savoirs et savoir-faire en lien avec le thème des quatrièmes années, c'est-à-dire le rôle du ménage dans la vie économique. Il s'agira donc ici d'identifier les revenus et les dépenses pour les personnes au sein d'un ménage. D'où provient l'argent dont nous disposons? Dans quelles dépenses est-il utilisé? Voici des notions qui seront travaillées en parallèle à celle de budget qui est développée sur la page suivante. À la page 238 donc, nous voyons qu'après avoir découvert et manipulé la monnaie en première et deuxième année, l'élève étudiera cette fois-ci la notion de budget. Nous sommes à ce niveau-là dans une approche progressive tout au long du tronc commun. En troisième année, il comparera le prix d'un même bien et service selon différents supports, différents lieux. En quatrième année, il sera alors placé en situation concrète, réelle, d'établissement d'un budget. Par exemple, dans le cadre d'un projet d'école, un marché de Noël, une vente de classe. À la page 240, nous faisons face à une double page qui nous développe les éléments à aborder en troisième et quatrième année en formation sociale. Nous voyons qu'en P3, les élèves aborderont les mécanismes de la communication à travers des observations et des exercices
pratiques qui permettent de comprendre des notions telles que celles d'émetteur, récepteur, contenu, canal de communication, rétroaction. En quatrième année, l'élève étudiera le rôle de la famille dans le processus d'intégration sociale et en particulier la transmission intergénérationnelle. Que nous transmet notre famille? Un prénom, un nom, des objets, la langue, des habitudes, des valeurs. Attention, la question de la famille étant parfois un sujet particulièrement délicat, sachez qu'évidemment il est aussi possible d'utiliser une histoire et des personnages fictifs pour y pallier quand c'est nécessaire. Pour finir en beauté, nous vous proposons un petit jeu permettant d'évaluer vos connaissances à l'issue de cet atelier. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans la mise en œuvre de ce nouveau programme de sciences humaines dans vos classes. À bientôt!